présenter encore? Tu es la première. Je sais pas, je passe la parole à Delphine. Hop, bonjour Delphine et Maëva. Nous sommes du centre social Café des Granges de Saint-Jean, une structure pas du tout associative, plutôt municipale. Mais comme nous sommes partenaires, enfin en voie de partenariat avec Guidasso, c'est pour ça que nous sommes là. Bienvenue. Merci. Anna, est-ce que bonjour, tu veux te présenter juste très rapidement ton nom, prénom et puis ta structure et puis on fait un tout petit tour des écrans. Oui, bien sûr, avec plaisir. Désolée du retard, d'ailleurs, j'ai eu un petit accident avec ma tasse de café. Moi, c'est Anna Campos, responsable du développement de la vie associative à la direction de la vie associative pour la mairie de Toulouse, du coup. Et dans les cadres des Guidasso, pas co-animateur, mais dans tous les cas, participant de groupe départemental 31, donc pour la vie associative, qui gère aussi quelques questions voilà, stratégiques au niveau des Guidasso. Merci Et Anna. labellisé accompagnement généraliste. Merci Margot. Qui d'autre? Peut-être justement Thibaut, Yannick, Norbert et il me semble que je ne connais pas la quatrième personne. Bonjour, Yannick Morel, directeur de profession sport animation Haute-Garonne. On est référent généraliste et spécialiste emploi, voilà, sur Guidasso. Et donc moi, Thibaut, moi, je suis en charge de l'accompagnement à la vie associative à profession sport, donc avec Yannick. Moi, c'est Norbert, du coup, responsable coordination au CDOS 31. Et nous, on est référent spécialiste sport. Alors, Bastien, je suis en stage chez Profession Sport Animation et donc je suis Thibaut dans ce qu'il fait. Merci. Alors, Pauline, peut-être, du collectif d'inclusion numérique. Du coup, je t'ai présenté. Bonjour à toutes et à tous. J'ai un problème avec Teams, ça nous arrive assez souvent par rapport à ma caméra. Les conflits encore présents entre le libre et les logiciels propriétaires, mais ce n'est pas grave. Donc, je suis coordinatrice générale au sein du collectif pour l'inclusion numérique, Colline. Merci. Simon? Bonjour à tous, donc je m'appelle Simon Vermeux-Desroches, je suis le responsable du pôle associatif de Hall of Change. On est accompagnement spécialiste au niveau du bénévolat. Merci. Sandrine? Bonjour à tous, Sandrine de PC Works 31 à l'Espinasse. On est donc une association, également un organisme de formation sur tout ce qui touche au numérique pour tous en fait. Voilà, pour aider tout le monde à l'utiliser. Merci bien. Maintenant, Michael. Et bonjour, est-ce qu'on m'entend ou pas? Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Okay. Oui, on t'entend bien. Je n'ai pas le petit, j'ai pas le cadre bleu quand je parle, c'est pour ça. Du coup, donc, MJC de Saint-Gaudens, ancien formateur numérique. Et aujourd'hui, je gère la communication de la MJC. Et puis voilà. Et c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. Merci à toi. Peut-être Aurélie, à ton tour, est-ce que tu as pu suivre les échanges rapidement? Oui, un petit peu, pas trop. Voilà, dire simplement qui tu es et de quelle structure tu viens rapidement. Donc, je m'appelle Aurélie Buagia, je travaille au CBE du Net Tarn, où notamment je m'occupe de l'accompagnement des associations, des porteurs de projets en création d'associations, et où on utilise le numérique, nous, au quotidien pour la structure. C'est une asso, hein, le CBE du Net Tarn, et où aussi on met en place des formations, des accompagnements individuels auprès des associations en usage du numérique et des outils numériques. Voilà. Merci. Et Corinne, est-ce que tu es avec nous? Tu nous entends? Oui, je suis là. Oui, oui. Et ouais. Donc, Corinne Arnoux, en charge de la vie associative pour le CD 31.
Merci à toi. Et pour finir, Laetitia. Oui, bonjour à tous, Laetitia Pourté, la boîte à pépites. C'est une petite agence de communication et j'accompagne Guy Dassault dans ce versant-là et les fédérations Foyer Euro 3165 et MJC 31. Merci à tous pour cette présentation. J'ai oublié personne. Bon, c'est bon. Alors, je vous projette le diaporama. Est-ce que vous le voyez bien? Alors, je vais l'afficher. Le diaporama. Alors, voilà. Pour vous faire un petit tour voilà, du programme, l'idée c'est d'avoir après ce temps d'accueil un très court temps d'introduction, puis faire un temps d'interconnaissance comme c'était dit de toute façon, pour aller aussi plus dans le détail de ce que des structures en fait qui sont là sur la spécialisation sur le numérique font et des complémentarités aussi possibles sur le territoire. Ensuite, j'aurais aimé faire un petit focus sur de culture associative, sur le lien entre numérique et responsabilité associative, jusqu'on s'interroge là-dessus, même si on restera en surface évidemment, parce qu'on a vraiment un temps très court. Et ensuite, on passera au partage d'outils sur le numérique et d'informations sur les formations à destination des bénévoles sur ce sujet. Puis ensuite, ce sera le moment de faire un point d'actualité sur la numérisation fiscale. Et ce que je vous propose, s'il y a des questions qui prennent pas mal de temps, c'est de se poser aussi juste après pour le point sur les questions diverses. Si jamais voilà, il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre ou qui seraient venues pendant nos échanges, sachant qu'encore une fois, on a un temps très court. L'idée, c'est quand même de finir à 13h30. Donc j'y vais. Hop là. En guise d'introduction, quelques éléments. Et l'idée c'est que, et ça c'est des chiffres que j'ai trouvés donc, sur la synthèse de recherche et solidarité, c'est que déjà la moitié des responsables associatifs souhaiteraient avoir une meilleure connaissance des outils existants et 41% des associations utilisent des logiciels libres voilà, et aimeraient en savoir davantage aussi sur le sujet par exemple. Donc ce qui était intéressant avec ce sujet, c'était de se dire voilà, le numérique c'est d'abord un outil qui sert au projet associatif. On avait fait un webinaire sur le projet associatif, donc aussi c'est pour lier la thématique celle-ci. La question c'est comment on l'utilise et qui peut accompagner sur le sujet. Et ça soulève évidemment des aspects éthiques sur voilà, qu'est-ce que la donnée, quels sont les GAFAM. Et voilà. Déjà certains réseaux ont travaillé sur le sujet à construire une charte éthique, parfois même à l'échelle d'un territoire. À l'exemple de la région des Hauts-de-France, par exemple, avec tous les acteurs du numérique qui se sont mobilisés pour construire une charte et pour se mobiliser en fonction, en fait, en suivant cette même charte. Voilà, donc il y a déjà des réflexions, et même sur la Haute-Garonne, il y a des réflexions sur le sujet, et il y a des visions. Il y a une vision et des visions partagées. Donc c'était intéressant de pouvoir faire ce webinaire là-dessus. L'idée, c'est que vous puissiez repartir de votre côté avec donc des outils, des informations pertinentes qui aident dans l'accompagnement, une meilleure connaissance du réseau. Voilà pour l'introduction. Si jamais vous voulez m'arrêter pour me dire quelque chose, n'hésitez pas parce que je ne vous vois pas. Je vois juste le diapo. Ensuite, au niveau des acteurs identifiés, donc voilà, faire ce point-là, ce focus. Avant de vous laisser la parole, j'aimerais juste rappeler, faire un petit point sur l'histoire, et c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois avec Guy Dassault, c'est qu'avant Guy Dassault, il y a d'autres choses en fait qui ont existé ou qui existent. Et donc c'est difficile de ne pas évoquer le réseau des points d'appui au numérique associatif. Il y a des acteurs ici, actuellement là, vous êtes certains qui sont labellisés qui sont labellisés PANA, comme on dit. Donc c'est un réseau qui est animé ou a été animé, ça dépend des territoires, et dont l'objectif était de recenser et mettre en visibilité les structures d'accompagnement en capacité de répondre aux besoins associatifs sur le numérique. Et donc il existe une cartographie, etc. Ce serait intéressant que vous puissiez aussi vous présenter, peut-être revenir rapidement sur voilà, votre rôle en tant que PANA. Et sachant qu'il y a d'autres structures qui ne sont pas présentes aujourd'hui, qui sont également labellisées PANA. J'en ai compté 3 autres sur la Haute-Garonne.
Voilà, la question c'est que reste-t-il de ce réseau? Est-ce qu'il est toujours animé? Il me semble que non, pour avoir fait le tour entre chaque acteur. Et qui sont ces acteurs sur la Haute-Garonne, c'est intéressant aussi de pouvoir l'aborder. Peut-être un mot là-dessus. Et ensuite passer à la présentation de PC Works 31, qui est labellisé sur le niveau accompagnement spécialiste sur le numérique associatif. Et celui ensuite, on fera la présentation peut-être du collectif d'inclusion numérique, plus en détail, avec Pauline. Et puis, ce sera intéressant de se dire peut-être que moi j'ai oublié des acteurs là-dessus. Et donc, peut-être s'interroger sur les complémentarités possibles. Et voilà. Voilà, je vous laisse peut-être la parole. Est-ce que justement les structures qui sont labellisées PANA, Alors, justement, le PANA, je pense plus qu'il est vraiment actif, puisque rien qu'en regardant leur carte, nous on en faisait partie, on n'est même plus référencé, et je crois que sur Toulouse et la Haute-Garonne, il y a 2 points sur la carte de labellisé, alors qu'il en était je ne sais plus combien. Donc je pense que, moi je n'ai plus de nouvelles depuis plus d'1 an, presque 2, donc je pense que ça a été un petit peu mis de côté, je pense. C'est pour ça. Donc peut-être que c'est aussi l'intérêt de cette visio, c'est aussi peut-être de faire le lien entre ces structures qui sont labellisées PANA et de se dire voilà, il y a ces moments où on peut se réunir parce que le réseau n'est plus animé. C'est-à-dire que Guidasso peut-être prend la main dessus. Excuse-moi Thibaut, tu voulais... Ouais, donc sur le PANA, juste les points d'appui au numérique associatif, nous on est labellisé depuis le début, depuis juin 2018. Au début, c'était une initiative qui était portée par Hello Asso, le mouvement associatif et la Fonda, qui est toujours plus ou moins suivi par ces 3 acteurs-là. Et après, il y a le ministère de la vie associative qui était un peu inclus là-dedans. Au tout départ, ils avaient organisé au niveau des territoires des référents qui provenaient d'Hello Asso. Au fur et à mesure, Hello Asso s'est désengagé. Le mouvement associatif en Occitanie a pris le relais sur l'animation, donc au niveau régional. Il y avait quelques temps d'échange à l'année. Et depuis, je crois qu'ils ont fini depuis fin 2023. Donc ça fait 2 ans et demi où il n'y a plus rien. C'est ça. Et je rejoins effectivement la cartographie. Nous on y est, mais apparemment on est perdu au fin fond de la Haute-Garonne. Donc je ne comprends pas trop pourquoi. Mais il ne se passe plus rien. Et nous, du coup, c'est vrai qu'en termes de demande d'accompagnement là-dessus, c'est quasi nul. Ouais, voilà. Plus personne. Ok. Et parce que ça vous permettait d'être identifié sur le sujet, ou en tout cas d'avoir justement, la question c'est quelles étaient vos missions là-dessus. L'idée au départ qu'ils en avaient, c'était de faire la cartographie des référents et que les gens qui étaient en recherche d'accompagnement là-dessus puissent trouver la bonne porte d'entrée. Nous, en tout cas, ça a eu très peu d'effet. On avait quelques demandes d'accompagnement, mais c'était très léger. Après, c'était plus une histoire de réseau, quoi. Où là, par contre, on travaillait avec différents acteurs autour des sujets du numérique. On a eu une rencontre, je me souviens, dans le Gers. Il y avait une rencontre à Toulouse, mais voilà, c'était assez léger. L'apport le plus élevé était potentiellement sur le réseau autour des sujets numériques associatifs. Okay. Tout à fait. Ça marche. Merci pour cet éclairage. En tout cas, voilà, on verra quelles seront les implications aussi de ce temps-là, mais peut-être se dire voilà, il y a peut-être que prendre le relais là-dessus, parce que c'était volontariste en fait, l'animation du réseau PANA, il me semble. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le sujet des PANA ou non? Je sais que... peut-être qu'on continue. Oui, parce que du coup, on a malheureusement depuis 2 ans, voilà, il n'y a plus trop de... C'est ça. De choses à mettre en avant dessus. Bon, peut-être Sandrine, parce que c'est le moment de présenter PC Works 31 et ce que vous faites sur le territoire et dans quel cadre ça s'inscrit aussi et notamment en lien avec Guidasso et déjà le travail que vous faites, vous,
Sur l'Espinasse et au-delà de l'Espinasse, évidemment. Oui, Parce que c'est- oui, parce qu'on travaille sur toute la France. plus ou moins. Oui, c'est pour ça. PCWorks 31 est assez ancienne puisqu'elle a été créée, enfin, elle a été créée en 2003, déclarée en 2013 et donc elle est, ça fait un moment qu'elle tourne, on va dire, là-dessus sur toutes ces problématiques de numérique. On accompagne, enfin, on a eu accompagné pas mal d'associations qui voulaient effectivement se moderniser, on dira, pour se soulager un petit peu, pour éviter et pour pouvoir travailler à plusieurs sur les mêmes sujets. On a beaucoup travaillé avec des clubs de foot, énormément, pour les aider aussi à devenir centre de formation, à se labelliser Calliope, entre autres. Mais on a aussi travaillé avec le conseil régional pour les fameux chèques haptiques à l'époque, mais qui ont disparu, bien entendu. Puis après, chèque région pour l'aide à l'utilisation de tout ce qui est informatique, ordinateur et compagnie. On travaille beaucoup et principalement avec de l'open source pour tout ce qui est association. Ça peut être des logiciels, des ERP, CRM, pour les associations qui facturent ou des choses comme ça à mettre en place et à aider à structurer un petit peu la gestion de l'association, tout simplement. Voilà, dans les grandes lignes, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a moins de demandes quand même. Tu veux dire entre avant et maintenant, c'est ça? Oui, mais je pense que c'est par le manque de visibilité, parce que le PANA, malgré qu'il n'a pas fait grand-chose, entre guillemets, enfin qu'il n'a pas été suivi, on va dire, parce qu'il a quand même fait pas mal de choses au départ, donnait quand même une visibilité. Pour quelqu'un qui cherchait une aide pour l'utilisation du numérique ou autre, le PANA donnait quand même un petit aperçu de ce qui pouvait se trouver aux alentours. Ok. Et je pense que ça vient aussi de là, puisque ça fait bien effectivement bien 2 ans qu'on a moins de demandes. Après, on a notre réseau, avec les clubs sportifs, les ceci, les cela, qui fait que on nous contacte comme ça. Mais effectivement, je pense que ça joue quand même, puisque je ne sais pas si les mairies, je pense, ne font pas grand-chose non plus de ce côté-là. Pas toutes, heureusement, parce qu'il y en a beaucoup qui font, mais je pense que c'est pas assez mis en avant peut-être. Que les associations peuvent être aidées, qu'elles peuvent être, ça se fait un petit peu. Enfin, c'est ce que nous on nous retourne, que l'information est dure à trouver. Ok, justement, peut-être que c'est un axe à voir comment on le valorise aussi avec Vie Associative 31. Parce que ça pourrait être intéressant de se pencher là-dessus, effectivement. Ouais. Oui, étant donné que la plupart des gens qui gèrent des associations, enfin qui créent des associations ou autres, sont du milieu ou salarial ou autre et n'ont pas ont des difficultés à trouver les petites informations. Une association, c'est pas juste dire je vais créer une association et puis voilà. Ça fait quand même pas mal de choses derrière à gérer. Et à mettre en place. Oui, complètement. Et le numérique soulage tout ça. Oui. Et oui, c'est un vrai outil. Des bons outils. Ouais. C'est un vrai outil. Merci Sandrine. Peut-être justement sur cette question, sur la question toujours du numérique et du lien avec les associations et le fait de mettre en visibilité ce qui existe et ce qui est fait. Peut-être que Pauline, est-ce que tu crois que tu pourrais présenter le travail du collectif d'inclusion numérique? Oui, bien sûr. Je vais partager un petit truc. Et ça t'embête ou pas? Ah oui, je partage mon patron si jamais. Tac, je sors. Hop. Peut-être qu'il y a une question de Corinne pendant le temps où tu partages ton écran. Non, c'était pas une question, c'était juste pour rectifier que le pass numérique avait été instauré par le conseil départemental et pas par la région, et qu'à l'époque, quand il était en place, c'était porté par Pauline. Voilà. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est vrai. C'est vrai, Colline, j'avais complètement oublié. Désolée. Ça va, aucun problème. Donc voilà, collectif pour l'inclusion numérique, qu'est-ce que c'est? C'est une asso
qui existe depuis 2019 et qui a fédéré donc, des structures actrices de l'inclusion numérique, c'est-à-dire qui portent toutes en leur sein des actions auprès des publics très éloignés des numériques, en précarité, en situation de handicap, etc. Nos actions, donc l'idée c'est vraiment de mobiliser un maximum d'acteurs et d'actrices en Occitanie. Donc là, c'est un focus sur la Haute-Garonne, mais on est présent dans d'autres départements. Donc le Gers, depuis peu le Tarn-et-Garonne, l'Aude, les Hautes-Pyrénées. Et donc, on propose des axes prioritaires. Donc, un axe autour de la formation aux professionnels. Donc, l'idée, c'est bien sûr de s'adapter aux besoins des structures qui sont pour la majorité associatives et notamment de faire participer à la création, l'ingénierie pédagogique, les acteurs de terrain de médiation numérique, du coup, valoriser leurs compétences et ainsi proposer un petit complément de revenus pour ces structures. Ça va être aussi accompagner ces actrices dans des missions de leur public en difficulté. J'en ai parlé, donc aider à la stabilisation de l'activité ou à créer des logiques partenariales ou à co-construire avec un ensemble d'acteurs les parcours des bénéficiaires et aussi la structuration de leur offre, donc qui touche les numériques plus largement. C'est aussi construire et co-construire ensemble des outils et des dispositifs, notamment en s'appuyant d'expérimentations qui peuvent, d'une expérimentation qui a fait ses preuves sur un territoire et d'accompagner d'autres structures pour tester et mettre en place le même genre de dispositif. Du coup, c'est dans ce cadre qu'on accompagne aussi parfois des dispositifs qui viennent du national ou du département ou de la commune pour voir comment faire pour les adapter, pour qu'elles rencontrent en fait les réalités territoriales. Donc, du coup, on va avoir des différentes dynamiques autour des projets qu'on va poursuivre. Donc, nous, on est plutôt dans une logique d'impulsion. L'idée, c'est qu'ensuite, les structures de proximité puissent s'emparer réellement du dispositif et que nous, petit à petit, on se retire de ces dispositifs qui vont avoir leur propre vie tout seul. Donc, par exemple, on a une dynamique actuelle autour de l'équipement des publics en situation de précarité de matériel informatique qui vont reconditionner, donc ils vont apprendre à diagnostiquer les petites pannes et reconditionner elles-mêmes les ordinateurs et repartir avec. Donc, il y a des infos, hein, je vous donnerai les liens pour aller voir si ça vous intéresse. Je ne vais pas m'étendre plus avant. Par contre, en termes d'accompagnement des assos, ce dispositif fait qu'on accompagne régulièrement des assos sur la réflexion autour de l'allongement du durée de vie du matériel informatique, des solutions qui peuvent aller de ce type d'atelier court-circuit à des ateliers mettons, hypercafé, ou comment on construit un écosystème qui permet d'alimenter des ateliers, trouver du matériel pour soit pour son association, soit pour le remettre à des publics, etc. On va aussi accompagner les collectivités sur la mise en place de stratégies d'inclusion numérique. Et en ce sens, on va souvent aller chercher les actrices qui sont déjà présents localement et qui ont des actions d'inclusion numérique sur les territoires. Et puis, on a aussi d'autres dynamiques, notamment autour de l'intelligence artificielle, j'y reviendrai un peu plus tard, et aussi la prise en compte des situations de handicap,
notamment en co-construisant des solutions en mettant comment dire, des personnes concernées autour de la table pour co-construire des solutions qui répondent au mieux aux besoins. Donc, on y va petit à petit pour améliorer l'accessibilité de ces dispositifs, que ce soit à visée de montée en compétences des publics ou d'accompagnement en termes d'accès aux droits. Donc voilà un peu, et ça va être mis à jour puisqu'on a notre AG le 11 mai à la Reinerie, mais un peu l'ensemble des partenaires. D'ailleurs, Michael fait partie de la MJC Saint-Gaudens qui est au conseil d'administration de Colline. Donc, c'est une pluralité d'acteurs avec des identités bien différentes. Et d'ailleurs, je crois que la passerelle n'y est plus, mais voilà, il faut que je remette un petit peu à jour. Mais grosso modo, c'est l'ensemble des acteurs qui font partie du collectif. Est-ce que, Margot, c'est maintenant ou tu veux que je fasse ça plus tard sur le petit outil ou c'est plutôt plus tard? J'avais pensé plus tard, mais peut-être enchaîner quand même. Je m'arrête. Oui, je vais arrêter le partage. Non, mais tu peux le partager, je veux dire. Ah ok. Donc, attends, je suis perdue. Tu veux que je peux le faire après hein, sur la partie. Ok, bon, très bien. Oui, il n'y a pas de souci. Et du coup, en termes d'accompagnement, on va avoir donc parmi les valeurs, on retrouve ces valeurs autour du libre et du numérique plus responsable. On fait de notre mieux, hein, voilà, on essaie d'avancer ensemble et on va pouvoir accompagner avec nos acteurs de proximité les associations qui se posent aussi des questions sur comment on peut se passer notamment des GAFAM, et voilà, tous les différents outils numériques nécessaires pour la gestion d'une association, mais plutôt sur un volet libre. Voilà. Et plutôt sur un volet aussi accompagnement des publics en difficulté, y compris dans les associations, puisque c'est notre cœur, quelque part, c'est notre cœur de cible. Et donc voilà, un petit peu un panorama. Et merci, c'était très très complet. Est-ce que... Alors je vais juste peut-être couper ton micro parce que je m'entends en écho. Ah merci. Et bah super. Est-ce que peut-être évoquer d'autres acteurs du territoire qui ont commencé, voilà, qui ont travaillé sur le numérique. Plus tard, j'aimerais bien peut-être un peu plus tard là dans le webinaire discuter des formations de certains d'entre vous en fait qui font aussi des formations, qui vont proposer des formations à destination des associations. Ou des bénévoles, voilà, des dirigeants bénévoles d'associations, des porteurs de projets sur la question du numérique. Ça, ce serait bien de pouvoir le mettre en valeur peut-être un peu plus tard. Là, ce sera peut-être l'occasion justement de préciser ce que vous faites exactement. Je pense à Michael, par exemple. Je pense par exemple à Aurélie Buagiard. Voilà. Parce que le temps file, pareil, donc je dois être maîtresse du temps en plus, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais j'y arrive, je crois. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ou je passe à la suivante? Je passe à la suivante alors. Super, merci beaucoup. Alors, je vous partage l'écran de nouveau. Tac, à partir de la première diapositive, c'est ça. Ensuite, donc petit point sur accompagner sur le numérique. Quelle responsabilité associative? Alors attendez, je pense que Aurélie a été déconnectée. Je sors juste. Excusez-moi, parce que c'est toujours deux choses à la fois. Non, il me semblait elle voulait entrer. Bon, je la vois pas. Ah, elle, si, elle est là. Oui, Aurélie, je pensais qu'on t'avait perdu.
Voilà. Donc vous voyez bien le partage d'écran. Donc pourquoi cette question de la responsabilité associative utiliser un outil, ça pose la question de la cohérence dans les choix d'outils, et notamment face à l'entrisme des GAFAM. Et notamment lorsqu'on met les libertés associatives au premier plan. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que en utilisant un outil, en fait, c'est tout un système qu'on nourrit en fait et qu'on alimente et qui finit par toucher la liberté elle-même. En tant qu'association, je crois qu'on commence à le savoir que trop bien. Mais ça demande une énergie importante pour lutter à contre-courant en utilisant par exemple des logiciels libres. Pour certains en tout cas. C'est donc l'utilisation des outils numériques, c'est un sujet qui est à la fois pratique et éthique. Et parce qu'au-delà de la question seulement de l'outil, c'est aussi la question du quel projet de société le monde associatif va apporter et quelle implication des choix réalisés aussi. En tant qu'acteur associatif, c'est quand même central comme problématique, quoi, comme question. Donc voilà, c'était pour ça. Donc je voulais juste peut-être faire un micro-point là-dessus. Il y a une super conférence sur le site Dégooglisons Internet que si vous voulez, que peut-être vous connaissez déjà, mais que je pourrais vous diffuser aussi sur le sujet. Et qui est pareil un collectif, un réseau d'éducation populaire sur le numérique, qui fait un travail vraiment balèze sur le sujet. Est-ce que vous auriez des choses à rajouter là-dessus? Voilà, c'est peut-être des réflexions. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Voilà, rapidement, évidemment. Est-ce que dans votre structure, c'est un sujet? Bon, certains oui, je sais bien, mais voilà. Si vous voulez ajouter quelque chose. Je ne vous vois pas. Du coup, peut-être que je vous vois pas. Donc, ah oui, Pauline. Oui, du coup, effectivement, on s'est posé la question au sein de nos structures ensemble lors d'un groupe de travail. Et voilà, on s'est dit que pour nous, bien sûr, c'est à la fois une contrainte, mais en termes de levier, c'est en capacité, c'est-à-dire permettre de comprendre ce qu'il y a derrière l'IA, comment s'en saisir, etc. C'est aussi apporter un éclairage, et c'est toujours ce que l'on fait par rapport à... Enfin, c'est une posture qui nous paraissait être en adéquation avec notre vision et notre parcours, c'est-à-dire d'aller accompagner les changements technologiques. Donc, ça n'empêche pas une remise en question, mais on s'appuie aussi sur des réseaux comme les cafés IA, etc., pour aller sur le versant débat. Et nous, notre approche, elle va plutôt être comment comprendre l'impact social, environnemental, et les dessous, un petit peu vraiment le dur, le matériel derrière quelque chose qui est vendu, entre guillemets, comme étant immatériel, faisant partie d'un cloud comme ça dans les nuages, et en fait redonner corps et permettre de comprendre parfois sur des ateliers, même sans outils numériques, mais travailler un petit peu des solutions rematérialisées permet de reprendre du pouvoir en fait sur les décisions à prendre par les personnes souvent très très en difficulté qu'on accompagne. Je vais m'arrêter là parce que moi je peux en parler pendant très 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 longtemps, mais voilà. En tout cas, on s'en saisit, et ça nous paraît être un enjeu hyper important, et d'être vraiment nombreux et nombreuses pour travailler cette question, c'est essentiel. Et peut-être parce que
Le monde associatif vit aussi les changements sociétaux. Donc c'est ce que aussi tu dis là aussi, c'est comment on accompagne ces évolutions sociétales, ces bouleversements parfois. Et peut-être évoquer le travail que vous avez fait, justement, ce livret l'IA pour les noobs. Parce que l'intérêt, c'est quand même de le partager. Est-ce que tu voudrais que je te confie le partage d'écran ou pas? Oui, je veux bien rapidement. Je mettrai peut-être le lien puisque vous pouvez télécharger l'outil sur les bases du numérique. Donc, je mettrai après dans le chat le lien pour que vous puissiez y avoir accès. Hop, je repartage. Tac. Hop. Et du coup, voilà. Donc, le livret, il a été construit avec le CRIJ, avec IAR, avec d'autres. Tu nous entends, Pauline? Ah, ouais. Ça a coupé un petit peu. Tu disais que le livret avait été construit et on en était là. Ok. Donc, avec le CRIJ et l'association ICAR et plusieurs membres du collectif pour offrir, en fait, au début, c'était en direction des jeunes, un livret avec une approche plutôt ludique, QCM, et qui résume comment on se sert de l'IA, ce que c'est, et les freins, mais aussi certaines opportunités. Il se veut très simple. Et c'est un outil qui a pas mal voyagé. Il est allé jusqu'à Dakar. Donc voilà, on l'a mis en Creative Commons pour qu'on puisse s'en saisir et nous faire des retours pour l'améliorer, l'adapter si besoin. Donc c'est de cette démarche, j'appuyais sur l'idée de partager, de se mettre ensemble pour créer des ressources. Pour nous, ça nous paraît vraiment essentiel comme démarche. Et cette logique aussi de commun. Donc, on a effectivement une communauté apprenante, c'est comme ça qu'on appelle nos structures qui se regroupent sur des thématiques qui continuent, et c'est possible de rejoindre ces communautés apprenantes voilà, pour aborder certains sujets. Voilà. Super. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce que vous souhaitez poser des questions sur le sujet? Hop, là, je vous partage mon écran. Tac. Une petite seconde. Voilà. Tac. Donc voilà, l'idée, c'était de faire un focus aussi sur ce travail qui avait été mis en place pour illustrer justement cette idée qui pourrait être aussi peut-être une autre définition du monde associatif, mais qui est les communs. Et comment, justement, ce que tu disais, comment faire communauté aussi apprenante autour d'un sujet. Ce que je vous propose, si jamais vous n'avez pas de questions, c'est de passer à la suite, parce qu'il reste quand même quelques sujets à aborder. Tac. Le partage d'outils. Il y avait une question qui m'a trotté dans la tête et je me suis dit, bon, c'est quand même intéressant que les acteurs qui accompagnent les associations sur les territoires sachent bien indiquer aux bénévoles associatifs qui viennent les voir où est-ce qu'il est possible de se former sur le numérique et qui fait quoi. Je sais, bon là j'ai répertorié moi ce que je savais aussi, il y a des choses que je ne sais pas, donc peut-être que c'est le moment de me reprendre, mais pour l'instant moi ce que j'ai répertorié c'était qu'il y avait donc le collectif d'inclusion numérique qui proposait des formations, PCWorks 31, le CBE du Net Tarn il me semble, sur la communication notamment, et PSA. Ce serait peut-être le moment de donner la parole à Corinne sur justement le catalogue des formations et qui recense les formations et les dispositifs d'accompagnement, qui fait un gros travail sur le sujet. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de parler de croiser des espaces qui s'ignorent aussi parfois, involontairement évidemment. Voilà, je vous laisse la parole. Qui veut prendre la parole? Moi, je peux dire brièvement
pas prendre trop de temps parce que le temps nous est compté. Voilà, le catalogue de formation de dispositifs de la Haute-Garonne, il a pour vocation de recenser ce qui se fait sur notre département et toujours en partenariat avec les acteurs associatifs. Les formations qui sont recensées sont des formations pour la plupart qui sont agréées Calliope et qui ont la possibilité d'être financées par un dispositif. Voilà, ça c'était la volonté du département pour que les associations qui veulent monter en compétences, que ce soit des bénévoles ou des salariés, il n'y ait pas un impact financier pour pouvoir monter en compétences. Donc voilà, la sélection se fait de cette façon. C'est-à-dire que si moi j'ai une association, organisme de formation qui me contacte et qui me propose ces formations, mais qu'il n'y a pas de dispositif d'aide au financement, je répondrai pas oui pour l'intégrer au catalogue parce qu'effectivement, voilà, on essaie de minimiser les coûts pour les associations et voilà. Et puis aussi dire qu'effectivement, le catalogue, il évolue, donc il a une nouvelle page de couverture depuis peu. Et aussi que les dispositifs d'accompagnement évoluent. Donc, ceux qui le souhaitent, on peut les intégrer pour ceux qui ne le sont pas encore au catalogue. Il y a une mise à jour pour l'instant mensuelle. Voilà. Je dis pour l'instant, après, elle passera sur une partie, pardon, elle passera sur une période annuelle. Pour l'instant, c'est mensuel jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Merci. C'était bien d'avoir un éclairage aussi sur le sujet, parce qu'il y a certains qui ignorent que le catalogue existe, et voilà, donc c'est l'occasion de le mettre en valeur, et mettre en valeur le travail qui est fait, surtout derrière. Et donc voilà, peut-être est-ce que vous voulez prendre la parole? Est-ce que j'ai oublié certaines là-dessus, ou qui veulent présenter quoi que ce soit, ou voilà, dans la synthèse, bilan, peut-être moi je vous proposerai des choses, parce que je ferai une synthèse, peut-être un livret sur le sujet de qui propose quoi sur le département. Est-ce que ça vous va? Comme je ne vous vois pas, j'ai besoin de réponses. Évidemment, il est en ligne sur notre plateforme. Ça marche. Super, c'est très clair. Et ce que je ferais, c'est que peut-être vous dire effectivement que le catalogue est en ligne et il est dans la partie se former sur Vie Associative 31, le site internet. Voilà. Et bon, bah, on continue, puisqu'on a encore des choses à dire. Pour ce qui est du partage de ressources et d'outils, j'ai commencé en fait une liste des ressources que moi-même j'avais identifiées. Il y en a, j'imagine, plein d'autres. Souvent, c'est des sites internet qui partagent d'autres ressources. Donc voilà, c'est des ressources de ressources. Et donc, il y a à la fois, donc ça c'est sur le libre en particulier, il me semble. Je ne connais pas tout. Et je me suis intéressée au sujet aussi parce que j'utilise des logiciels libres, même de mon côté, la Fédé aussi, là où je travaille. Et voilà. Donc il y a ces ressources-là, Framasoft, que je crois que tout le monde connaît à peu près. Voilà, partage ton outil avec des plateformes justement comme ça qui permettent, qui ont vraiment une visée pédagogique et qui permettent sur plein d'aspects de se dire voilà, comment faciliter justement le quotidien des associations avec des outils qui restent, voilà, qui restent éthiques, voilà, et dans cette vision-là du monde associatif. Des Googlisons Internet, moi j'ai trouvé que leur travail était vraiment super. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous recommande d'aller voir. Voilà pour ça. Si jamais en fait il y a d'autres ressources que vous voulez partager, là on n'aura pas forcément le temps parce qu'on doit passer la parole ensuite à Yannick qui est là avant que le temps s'achève. Mais peut-être que ce serait le moment aussi de partager d'autres choses. Pareil, si vous avez des informations que vous pouvez mettre sur le sujet. J'ai mis une autre page où là c'était plutôt de l'accompagnement
pour la transition numérique des associations. Donc voilà, des sites internet, des références, mais sûrement que j'en ai oublié sur le sujet. Ce que je vous propose là, c'est qu'en 2 minutes, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter avant qu'on passe la parole à Yannick? C'est bon. C'est bon pour vous? Est-ce que peut-être que vous les connaissez déjà? Vous voulez en rajouter un ou deux, peut-être que vous connaissez, que vous... Voilà. Je vous enverrai le diaporama de toute façon. Est-ce que vous pouvez me donner juste une petite réponse? Parce que je ne vous vois pas. Mais bon, on est bon. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Non? Ça va. Ok, très bien. Ok, très bien. Bon, alors peut-être passer maintenant la parole à Yannick Morel, qui a bien voulu, sur ma demande, qui a bien voulu faire un temps, justement, un petit point sur donc, la facturation électronique, qui est en fait une réforme récente à destination des structures qui sont concernées par la TVA en France. Et donc les associations sont ciblées sur ça. Et comme en tant que point d'appui, vous pouvez évidemment avoir des structures qui viennent vous voir, au moins voilà, pour avoir une base solide et de quoi leur répondre, c'était intéressant d'avoir aussi cette base-là. Donc je te passe la parole, Yannick, sur le sujet. Oui, du coup, est-ce qu'on peut partager juste le document là que tu as affiché mais qui n'est pas complet? Nous, Pardon, oui. Attends, je vais le chercher sur Internet. Est-ce que non, je mais l'ai est-ce que tu peux nous donner le partage? On l'a, nous. D'accord. Très bien. Si tu veux, si c'est Voilà. possible pour toi. Si, c'est bon. C'est bon, là? Oui, normalement, tu peux prendre le partage d'écran. J'ai quitté le partage d'écran. Et vous le voyez, là? Oui. OK. Donc, juste, alors, Margot a utilisé le terme de numérisation fiscale. On va plutôt parler de facturation électronique. Donc, effectivement, je pense que tous et toutes, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu la mise en place de la facturation électronique pour tout acteur économique français, en tout cas soumis à TVA, dans le but officiel de tracer la TVA et d'éviter toute fraude à la TVA. Donc, suite à cela, il y a quand même la question qui se pose pour savoir pour les assos, est-ce qu'on y est soumis ou est-ce qu'on n'y est pas soumis? Alors, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est que pour une fois, l'État a quand même fait un truc un peu pas trop mal, qui a essayé de distinguer selon les catégories d'assos, puisqu'effectivement, il y a plusieurs types d'associations. Il y a celles qui sont évidemment nulles. Alors, par principe, on dit qu'elles sont toutes non lucratives, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles ne sont pas soumises à la TVA. Au moins sur certaines, ou en franchise, ou au moins soumises à TVA sur certaines de leurs activités. Donc en fait aujourd'hui, ils ont distingué 3 types d'associations. Les associations non lucratives non assujetties à la TVA, qui regroupent la très très grande majorité des structures. Les associations à but non lucratif, mais avec quelques activités lucratives accessoires, et qui peuvent utiliser le système de franchise jusqu'à 80 000 €, c'est-à-dire qu'elles ont des activités accessoires jusqu'à 80 000. Et après, il y a les associations à but non lucratif assujetties à la TVA, ou celles qui sont à but lucratif et qui sont d'office assujetties à la TVA. Donc les non lucratifs assujettis à la TVA, c'est notamment celles qui dépasseraient du coup le niveau de franchise, ou par ailleurs qui auraient des activités comme l'hébergement ou autres qui seraient soumises directement à la TVA. Donc je ne vais pas vous faire le détail de tout ça, mais l'idée étant que vous ayez connaissance de cette note qui a été faite par les impôts, pour expliquer qu'en fait, il y a une modalité qui permet de dire, il y a un questionnaire qui permet de savoir quel est le type de structure. Et donc là, effectivement, on est sur « Je suis une association ». Là, on déroule directement parce que le plus intéressant étant à la fin, au final, pour savoir si on est soumis à la facturation électronique ou pas. Sachant que la facturation électronique, dans le dispositif, dans le système, il y a 2 niveaux. Il y a, je reçois des factures de mes fournisseurs, donc j'ai une plateforme pour recevoir les factures, où je dois émettre des factures sous format électronique. Sachant que le format électronique, ce n'est pas le PDF classique, c'est d'autres formats
plus développées, et qui sont contrôlables, du coup. Donc, aujourd'hui, malgré tout, donc, vous voyez là, sous les yeux, il y a un tableau qui récapitule, selon les typologies d'assaut, qu'est-ce que doivent faire les associations. À mon sens, ce qui est important à retenir, c'est que celles qui sont à but non lucratif, qui se livrent à aucune activité à caractère lucratif ou onéreuse ou quoi que ce soit, elles ne sont pas soumises, elles n'ont rien à faire. En fait, elles vont être considérées très concrètement comme des particuliers, puisque les particuliers ne sont pas soumis à l'obligation de recevoir des factures électroniques, c'est-à-dire quand on est particulier, on peut recevoir la facture EDF ou autre, etc. On les recevra toujours par mail, pour l'instant. En tout cas pour l'instant. Ce qui n'est pas sûr, c'est que dans le temps, on ne soit quand même pas obligé d'avoir tous des plateformes pour recevoir les factures. Mais pour l'instant, en tout cas, à l'état actuel de la loi et de la mise en place du système, les particuliers et un certain nombre de structures ne sont pas soumises à cette obligation-là. Et donc les assos, comme vous le voyez, avec les 4 colonnes, on n'est pas obligation de recevoir des factures, pas obligation d'émettre des factures électroniques à destination de ses clients, pas obligation de reporter, parce que si vous n'êtes pas obligé d'émettre des factures, vous pouvez être obligé de faire du e-reporting, c'est-à-dire de déclarer quand même la TVA que vous avez, voilà, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, en fait, aujourd'hui, la plupart sont non soumises, sauf, on commence à rentrer dans un cadre, déjà, d'être en capacité de recevoir les factures pour les associations qui ont des activités lucratives à titre principal prévues par les articles 161 et 161E du CGI. Donc, notamment pour celles qui font de la formation professionnelle continue. Donc ça, on a quand même de plus en plus d'assos qui ont développé une activité de formation professionnelle. Formation professionnelle, sous-entendu, formation souvent tournée vers les salariés ou éligible au CPF, on va le dire comme ça, ou finançable par les OPCO, etc. Tout ce qui est formation en direction des bénévoles, même si elles sont facturées, ce n'est pas de la formation professionnelle, donc il n'y a pas cette obligation-là de recevoir les factures. Par contre, pour tous les autres, et vous voyez, il y a formation professionnelle, il y a location de locaux, etc., etc. Et effectivement, après, il y a celles qui sont à but non lucratif, à des activités lucratives prévues au titre des articles 261 et 261E, c'est-à-dire toutes les autres, où là, elles sont obligées, c'est-à-dire que là, on est carrément sur des associations qui développent de l'activité lucrative, mais c'est pas forcément un gros mot, hein, lucratif, c'est juste qu'à un moment donné, ils vont chercher de l'argent en faisant de la vente, en faisant tout un tas de choses. Attention, la vente aux adhérents ne rentre pas dans le cadre, si vous ne dépassez pas 10 000 €, etc., etc. Donc il y a des franchises aussi de ce côté-là. Mais en tout cas, comme vous le voyez sur le tableau, peu d'assos aujourd'hui sont soumises réellement à cette obligation de facturation électronique. Dans tous les cas, celles qui auraient donc de la formation professionnelle continue sont obligées de recevoir des factures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, on a une mise en place du dispositif en 2 étapes, avec une première obligation au 1er septembre 2026 et une seconde obligation en septembre 2027. Vous pouvez remonter juste un petit peu, un poil, parce que là, ça rappelle, voilà, hop. Donc, vous voyez qu'à partir du 1er septembre 2026, normalement, il y a obligation de recevoir, si vous êtes dans le tableau en dessous, association de formation professionnelle, vous devez être en capacité de recevoir des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Et si vous devez faire des factures électroniques selon le tableau encore mentionné tout en bas, ça sera qu'à partir du 1er septembre 2027 qu'il faudra être en mesure d'envoyer des factures électroniques sous format Factor X, enfin bon voilà, c'est des formats spécifiques qui sont aujourd'hui possibles dans tous les cas avec tous les outils de facturation. Hein, alors attention, les outils libres, ça reste à vérifier. Il n'est pas sûr que tous soient aujourd'hui en capacité de le faire parce que par essence, les outils libres sont plutôt à destination de structures associatives ou de petites structures associatives qui ne sont pas soumises à cette réglementation-là. Donc tous les outils libres ne sont pas forcément, en tout cas les outils de facturation libre ne sont pas forcément en capacité de produire de la facturation électronique. Aujourd'hui, tous les outils du commerce, c'est clair, c'est sûr, puisque c'est une obligation, c'est une norme, mais pour les autres, je ne sais pas. Voilà, donc il faut faire attention à ça si vous devez émettre. Si vous devez recevoir des factures, les systèmes des plateformes, alors aujourd'hui, il y en a une foultitude, hein, ça va jusqu'aux banques qui s'y mettent aussi. Donc, tout le monde des prestataires de plateformes, il va y en avoir un grand nombre. Vous n'êtes pas obligé, les plateformes, vous pouvez avoir une plateforme qui peut faire de la réception de factures
et de l'envoi de factures, mais vous pouvez avoir une plateforme qui fait de la réception et une plateforme qui fait de l'envoi. Vous pouvez avoir deux plateformes, ce n'est pas non plus impossible, voire plus complexe non plus, a priori. Hein. Donc, puisqu'après, c'est des paramétrages informatiques dans les logiciels qui font que ça fonctionne très bien d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc, ben voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Le but était vraiment d'informer, sachant que nous, auprès de nos adhérents, on est de plus en plus sollicité, même par Guidasso, en disant les structures commencent à s'inquiéter en disant facturation électronique, parce qu'on le voit affiché partout, ça s'affiche partout, on voit des pubs pour ça aussi, on reçoit des mails sans arrêt pour dire qu'il faut passer la facturation électronique. Voilà, le but étant de vous remettre un peu dans l'idée que ce n'est pas forcément pour nous, association, une obligation de rentrer dans ce schéma-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, partage, ouais. Mais merci, c'était très très clair. Merci beaucoup Yannick pour cet éclairage. Et peut-être se dire, je pense à ça, mais faire une information plus globale au réseau justement à partir de tout ça, pour que tout le monde soit bien tenu au courant. Voilà, parce que tout le monde n'est pas forcément là aujourd'hui, mais c'est bien de pouvoir mettre un message voilà, plus global là-dessus. Donc il n'y a pas de questions, c'est ça? On va clôturer puisqu'il est 13h30, donc le temps est respecté, vraiment, c'est parfait. Pour finir, hein, un tout petit dernier mot. C'était voilà, c'est la question de la suite, quelle suite donner à ces échanges, à ce premier temps sur donc le lien entre numérique et associatif, puisque ça peut se répéter ou pas, voilà, en fonction, voir quelles sont les idées, qu'est-ce qui peut être imaginé aussi pour la suite. Peut-être que ça peut être répété, je sais pas, une fois par an, ce serait intéressant. L'idée, c'est de pouvoir faire aussi, pouvoir vous faire un retour là-dessus. Donc il y a le webinaire qui est enregistré, mais aussi faire un petit livret là-dessus avec les ressources. Je vais sûrement repasser parmi vous tous et toutes sur le sujet pour voir aussi s'il y a des choses qui n'ont pas pu être dites sur le sujet et sur les outils partagés potentiellement, parce que c'est un gros sujet. Peut-être que voilà, peut-être voir comment on peut l'approfondir. Pour ça, l'idée c'est qu'il y aura un prochain webinaire sur la thématique de la gouvernance qui serait prévu plutôt fin juin, plutôt le 23 juin. Pareil, ce sera entre 12h30 et 13h30. C'est pour ça que là maintenant, juste avant de vous lâcher, s'il y a des questions sur ce temps d'échange, s'il y a des retours, si vous avez des conseils, ou si vous me dites que voilà, entre 12h30 et 13h30, c'est vraiment pas terrible. Je sais qu'il y en a qui vont me taper sur les doigts. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est voilà, un moment d'expression libre avant qu'on clôture ce moment. Je reviens sur la visio. Tac. Si vous voulez prendre la parole, c'est maintenant. Oui, moi, 12h30, 13h30, ça m'arrange pas du tout. Voilà, clairement. Je te le dis. Oui. Désolée. Désolée, Corinne. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Pauline, pour ton retour. Voilà. Bon, bah super. Merci. J'espère que ça a pu être enrichissant pour vous. Et merci beaucoup, 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 beaucoup à vous et à tous ceux qui ont participé. Voilà, qui ont pu participer, qui ont donné aussi leur témoignage. Et je pense à Pauline, voilà, à Sandrine aussi, à Yannick, à Thibaut. Est-ce que tu veux prendre la parole, Laetitia? Parce que je vois que tu lèves la main. Non, je voulais dire que moi, l'heure convenait plutôt pas mal quand même, en fait. Comme quoi. Et merci à toi, Margot, surtout, d'avoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci pour les petits messages. Et pour ceux qui n'ont pas mangé, peut-être vous souhaitez un bon appétit. Voilà, c'est. Merci, au revoir. Hein. Voilà. Bonne journée. Merci Margot. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir, Margot, à bientôt. À bientôt.